Jean, la seconde partie de ces 1000 pages d'Ulysse écrit par James Joyce. Oui, Un petit rappel pour nos auditeurs. Dans la capsule précédente, nous avions fait la lecture de plusieurs extraits qu'on peut considérer comme le tome 1 du roman d'Ulysse, et nous allons aborder cette fois-ci la deuxième partie, le tome 2, toujours d'Ulysse de James Joyce. Oh bien, allons-y. Allons-y. Mais qui donc est Gertie? Gertie McDowell, qui était assise auprès de ses compagnes, perdue dans ses pensées et le regard errant au loin, était en vérité le plus attrayant spécimen qu'on pût trouver parmi les jeunes beautés d'Irlande. Tout le monde s'accordait à reconnaître sa beauté, bien qu'elle fût, comme on le remarquait souvent, plutôt une Giltrap qu'une McDowell. Sa taille était mince et gracieuse, presque fragile, mais ses capsules de fer qu'elle prenait depuis quelque temps lui avaient fait un bien énorme en comparaison des pilules de la veuve Welch à l'usage des femmes, et elle se sentait infiniment mieux quant aux pertes qu'il lui arrivait d'avoir, ainsi que ses sensations d'abattement. La blancheur de cire du visage le spiritualisait par sa pureté d'ivoire, tandis que le bouton de rose de sa bouche, d'un dessin digne de l'antique, rappelait l'arc même d'Eros. Sa main était de l'albâtre le plus finement veiné, ses doigts effilés, et bien que leur blancheur pût devoir quelque chose au jus de citron et à la reine des crèmes, il n'était pas exact qu'elle eût l'habitude de porter des gants de chevreau au lit, ni qu'elle prît des bains de pied au lait. Bertha Supple l'avait dit une fois à Eddie Boardman, cet affreux mensonge, alors qu'elle était à couteau tiré avec Gertie. Les petites amies ont naturellement, de temps à autre, leurs petites piques, tout comme le commun des mortels. Et elle lui avait dit de ne pas révéler quoi qu'elle fît, que c'était elle qui le lui avait dit, ou bien qu'elle ne la reverrait plus de sa vie. Non. Rendons à chacun ce qui lui est dû. Il y avait en Gertie un raffinement inné, une hauteur souveraine et langoureuse dont témoignaient sans erreur possible ses mains délicates et la remarquable cambrure de son pied. Un sort favorable eût-il bien voulu la faire naître dans les rangs de la haute aristocratie, si tel eût été son douaire, et si elle eut la chance de recevoir une bonne éducation, Gertie McDowell aurait aisément marché de pair avec les plus grandes dames de son pays, et parée des toilettes les plus ravissantes, des bijoux au front, aurait vu à ses pieds une foule de nobles soupirants se disputer à l'envi l'honneur de lui rendre hommage. Peut-être était-ce cela, l'amour qui eût pu être, qui prêtait par moments à ses traits si doux une expression pleine d'inexprimé et qui dotait ses yeux magnifiques d'une étrange imploration, d'un charme tel que peu y résistaient. Pourquoi les femmes ont-elles des yeux aussi ensorceleurs? Ceux de Gertie étaient bleus, du bleu le plus irlandais et rehaussés par des cils soyeux et des sourcils bruns les plus expressifs. Il fut un temps où ses sourcils n'atteignaient pas à ce degré de séduction soyeuse. C'est Madame Vera Veritas, rédactrice de la page Beauté de la femme dans les Nouvelles du Grand Monde, qui lui avait pour la première fois conseillé d'employer cette sourcilléine qui dotait les yeux de ce regard nostalgique si prisé chez les femmes qui donne le ton, et certes, elle ne l'avait jamais regretté. Là, on apprenait à se guérir scientifiquement de l'habitude de rougir, et tout le monde peut être grand, moyen d'augmenter sa taille, et avec un aussi joli visage, pourquoi garder ce nez? Ça, c'est pour Madame Dignam, qui a une petite pomme de terre. Mais la plus riche parure de Gertie était sans contredit le trésor de son incomparable chevelure. Une chevelure châtain, foncée avec des ondulations naturelles. Elle l'avait rafraîchie aux pointes ce matin, même à cause de la nouvelle lune, et cela faisait autour de sa tête charmante une foison d'anneaux luxuriants, et elle avait coupé ses ongles aussi. Le jeudi, c'est la santé. Et voilà qu'au moment où les paroles d'Eddie faisaient naître sur ses joues une roseur éloquente et plus suave que le plus délicat pétale de rose, elle parut si adorable en sa douce pudeur virginale qu'à coup sûr, on eût pu trouver sa pareille dans toute l'Irlande, cette divine terre de beauté. Laide, aucune femme ne croit l'être vraiment. Aimons, trompons et soyons belles, car demain nous mourrons. Celui qui roule partout cherchant qui lui a joué le tour, foutu, foutu. C'est écrit, lui, pas moi. La même chose arrive à une boutique, je l'ai souvent remarqué. On dirait qu'une malédiction s'acharne après. Ai-je rêvé cette nuit? Quoi donc?
quelque chose d'embrouillé. Elle avait des mules rouges, turques. Elle portait des culottes. Au fond, c'est elle qui les porte. Est-ce que je l'aimerais en pyjama? Bien difficile à dire. Nanetti est parti, le bateau poste. En ce moment, près d'Holyhead, décrochez cette annonce de Cleese. Cuisinons Heinz et Crawford. Ça sera un jupon pour Molly. Elle a de quoi le remplir. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'était de l'argent. M. Bloom se baissa et retourna un bout de papier dans le sable. Il le prit, il l'approcha de ses yeux pour essayer de le déchiffrer. Lettre. Non. Impossible de lire. Allons-nous-en, ça vaut mieux. Oh, je suis trop fatigué pour bouger. Une page d'un vieux cahier. Tous ces trous, tous ces galets. Qui pourrait les compter? On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Une bouteille à la mer avec l'histoire d'un trésor dedans. Colis postal. Les enfants veulent toujours jeter des choses dans la mer. On la foi. Le pain jeté sur les eaux. Et ceci. Ah, un bout de bois. Oh, que cette jeune personne m'a mis à plat. Je ne me sens plus si jeune. Viendra-t-elle ici demain? L'attendre pour jamais en quelque lieu du monde. Forcer qu'elle revienne, comme les assassins. Et moi? Avec son bout de bois, M. Bloom taquinait gentiment le sable épais à ses pieds. Si j'écrivais quelque chose pour elle, ça resterait peut-être. Mais quoi? Dès demain, quelques pieds plats passera dessus. Inutile d'ailleurs, l'eau effacerait. Le flot vient jusqu'ici, une flaque près de là où était son pied. Me pencher dessus, y voir ma tête, miroir sombre, souffler dessus, ça bouge. Tous ces rochers ont des traits, des cicatrices, des initiales. Oh, ces batranspe, d'ailleurs, elles ne savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, cet autre monde-là? Je vous ai appelé méchant garnement parce que je n'aime pas. Suis. Pas de place, laissons ça. M. Bloom effaça lentement les lettres d'une semelle lente. C'est décourageant, le sable, rien n'y pousse, tout s'y efface. Il n'y a pas de danger qu'ils viennent de grands bateaux par ici, excepté les chalands de Guinness. Le tour du quiche en 80 jours. Il y a de la providence là-dedans. Il jeta sa plume de bois. Le bout de bois s'enfonça dans le sable. Tout debout. Eh bien, on pourrait essayer jusqu'à la semaine des 4 jeudis sans arriver à réussir ce coup-là. Le hasard. Nous ne nous reverrons jamais. Mais ça a été délicieux. Adieu, chérie, merci. Je me suis senti si jeune. Maintenant, si je m'offrais un petit somme, doit être presque 9 heures. Le bateau de Liverpool, parti depuis longtemps. Pas même la fumée. Et qu'elle en fasse autant. Elle l'a fait. Et Belfast. Je n'irai pas. Un temps de galop jusque-là et retour par Ennis. Qu'il le fasse. Fermons les yeux un instant. Ne dormirez pas complètement. Rêvasser. Un rêve ne revient jamais tout à fait de la même façon. Encore la chauve-souris. Inoffensive. Rien que 2 ou 3. Il passe. Tommy Caffrey va à 4 pattes vers un bec de gaz et, le prenant bras le corps, se hisse à petits coups. De l'ergot de la potence, il se laisse glisser à terre. Jackie Caffrey s'accroche pour grimper. Le terrassier se cogne au bec de gaz. Les jumeaux décampent dans l'obscurité. Le terrassier, qui cherche son équilibre, appuie l'index contre une de ses narines et de l'autre fusille le pavé d'un long jet de morve. Il épaule le réverbère et s'éloigne en titubant dans la foule avec son crasset flambant.
Des serpents de brouillard montent de la rivière et rampent lentement. Des égouts, des fissures, des fosses d'aisance et des tas d'immondices, de tous côtés, des exhalaisons lourdes. Une lueur jaillit dans le sud au-delà du coude de la rivière en aval. Le terrassier qui titube en avançant fend la foule dans la direction de la voie de garage et trébuche. De l'autre côté, sous le pont du chemin de fer, Bloom apparaît rouge, essoufflé, fourrant du pain et du chocolat dans une de ses poches. Dans la vitrine de Gillen le coiffeur, un portrait composite lui montre l'image de l'héroïque Nelson. À côté, concave lui renvoie le délaissé longtemps perdu lugubre Bloom. Le grave Gladstone le voit face à face, Bloom tel qu'est Bloom. Il passe, frappé par le regard fixe du truculent Wellington, mais dans le miroir convexe, s'hilarise placide les yeux bamboches et les grasses joues babouines d'Ohé Ohé le poldi, le turlutudi toldi. À la porte d'Antonio Rabaiotti, Bloom fait halte, en sueur, sous l'éclair des hampes à arc. Il disparaît. Bientôt, il réapparaît et se dépêche. Bloom. Poisson et patate, très peu pour moi. Il disparaît chez Olowson, le charcutier, sous la devanture qui s'abaisse. Peu après, il émerge de dessous le rideau de fer. Paul dit poussif. Bloom qui fait des froumphs. De chaque main, il tient un paquet, l'un contenant un pied de cochon tiède, l'autre un pied de mouton froid, parsemé de poivre en grains. Il se regraisse avec un halètement. Puis, penché sur le côté, il presse un des paquets contre ses côtes et gémit. Bloom. Point de côté. Pourquoi ai-je couru? Il s'applique à bien reprendre haleine et s'avance lentement vers les lumières de la voie de garage. La lueur jaillit de nouveau. Bloom. Qu'est-ce que c'est que ça? Un phare à éclipse? Un projecteur? Il s'arrête au coin de chez Cormac et guette. Bloom. Une aurora borealis ou la coulée de la Syrie. Ah, les pompiers, parbleu, en tout cas, c'est au sud. Ça dache ferme. Si c'était chez lui, le feu quelque part. Ce n'est pas chez nous. Il fredonne gaiement. Londres brûle, ça brûle, ça brûle. Son œil est attiré par le terrassier qui zigzague parmi les rassemblements au bout de Talbot Street. Je vais le manquer, allons, en vitesse. C'est l'endroit pour traverser. Il s'élance pour traverser la rue. Des gamins crient. Les gamins. Fais attention, monsieur. Deux cyclistes avec des lampions qui dansent glissent en le rasant dans un bruit de grelots. Les grelots. Altel te halte. Bloom s'arrête, crispé par une douleur qu'il traverse. Aïe! Il regarde à droite et à gauche, prend son élan. À travers le brouillard qui monte, un mastodonte de voiture à sable rampe vers lui environ de toute sa masse. Sa grosse lanterne rouge cligne de l'œil et son trolley siffle sur le fil. Le conducteur actionne son timbre-gong à pédale. Le timbre-gong. Bing bang, bli black black big blue. Le frein gémit désespérément. Bloom brandit une main de policeman gant blanc et se hâte hors des rails avec des jambes ankylosées. Le conducteur, projeté camard sur son volant, passe en braillant du haut de ses chaînes d'attelage. Le conducteur. « Mais quoi, sacré con, qu'est-ce que tu fous là à enfiler des perles? » Bloom enfile le trottoir précipitamment et s'arrête encore. Il essuie une tache de boue sur ses joues avec la main pied de cochon. Rue barrée. À deux doigts, mais ça m'a fait passer mon point. Il faut que je me remette à faire du sandar sur les mains et m'assurer contre les accidents. Providence. Il tâte sa poche de pantalon. Le talisman de la pauvre maman. On a vite fait de se prendre un talon dans les rails ou un lacet dans une roue. Déjà, la roue du panier à salade qui a éraflé ma bottine au carrefour Léonard. La troisième fois, la bonne. Enfiler quoi? Quel mal embouché. Je devrais porter plainte. C'est la tension nerveuse qui les rend comme ça. On dirait le type de ce matin qui m'a escamoté cette femme qui avait l'air d'une Amazone, même genre de beauté.
C'est égal, il a freiné au bon moment, le pas empesé. On ne croit pas si bien dire. Ces abominables tranchées dans la laine. J'ai dû manger quelque chose de gâté. Ça porte bonheur. Pourquoi? Parce qu'en courant après une vache perdue, la marque de la bête. Il ferme un instant les yeux. Je déraille. Ma migraine du mois ou bien l'histoire de la grève. Céphalprumalgine, comme si j'étais à bout. C'est trop pour moi maintenant. Aïe! Une sinistre créature s'appuie contre le mur d'Auburn sur des jambes entrelacées, visage inconnu, plombé de sombre mercure. Sous l'auvent d'un sombrero, la créature lui jette de mauvais œil. Bloom. Buenas noches, señorita Bianca. Que calle es esta? La créature, impassible, lève un bras, signale. Mot de passe! Strain ma botte! Bloom. Thank you, Esperanto, Slanlit. Entre ses dents, c'est un espion de la Ligue gaélique aposté par cet avaleur de sabre. Il fait quelques pas, un chiffonnier sac au dos lui barre le chemin. Bloom prend sa gauche, le sac au dos prend sa gauche. Bloom, oh pardon. Il l'évite, biaise, fait un pas de côté, le frôle et le dépasse. Bloom. Tenez votre droite, droite. S'il y a un poteau du touring à Stepaside, à qui est-on redevable de ce bienfait public? À moi, qui avais perdu ma route et qui ai fait insérer dans les colonnes du cycliste irlandais une lettre commençant par « Dans les ténèbres de Stepaside. Tiens ta droite. » Un zig de la chiffre à minuit. Plutôt un fourgue. L'assassin y va tout droit. Là qu'il dépose le poids de ses péchés du monde. Jackie Caffrey, poursuivi par Tommy Caffrey, se jette à fond de train dans les jambes de Bloom. Bloom. Oh! Il s'arrête du coup, ébranlé, jaw réfléchissant. Tommy et Jackie disparaissent par-ci par-là. Bloom, avec sa main pied de cochon et sa main pied de mouton, palpe, montre, gousset, poche à calepin, poche à porte-monnaie, douceur du péché, pomme de terre, savon. Bloom. Attention, pickpocket. Le truc classique de ces messieurs, bousculade, et ils vous font votre bourse. Le chien d'arrêt s'approche en reniflant, nez à terre. Quelque chose de rampant éternue. Une silhouette voûtée, barbue, enveloppée dans le long cafetan des anciens de la tribu fait son apparition. Coiffé d'une tchétchia d'appartement à gland magenta. Des lunettes de corne flanquent les ailes de son nez, raies de poison jaune sur le visage ravagé. Rudolph. La seconde demi-couronne que toi gaspilles aujourd'hui. J'avais dit à toi comme ça, les gars avec le goy ivrogne. Ça, toi n'y as pas faire de l'argent. Bloom cache pied de cochon et pied de mouton derrière son dos, penaud et palpe chaud-froid de cochon-mouton. Ja, ich weiß pas, Pachi. Rudolph. Qu'est-ce que tu fais dans ce place-ci? Et ton âme, quoi tu fais avec? Il tâte le visage inerte de Bloom avec des griffes tremblantes de vieux gibaète. N'es-tu pas mon fils Léopold, petit-fils de Léopold? N'es-tu pas mon cher fils Léopold qui a quitté la maison de son père et qui a quitté le Dieu de ses pères, Abraham et Jacob? Bloom, prudent. Je crois que oui, père. Mosenthal, tout ce qui nous reste de lui. Rudolph, sévère. Ce soir-là qu'il te ramène à la maison aussi sourd comme un Polonais après de dépenser tout ta bon argent. Comment tu les appelais, ces gens qui font la course? Bloom, les épaules étroites, dans un élégant complet bleu Oxford, gilet à dépassement blanc, feutre brun d'alpiniste, montre Waterbury, à remontoir en argent garanti, double chaîne Albert avec cachet breloque. Toute une moitié de sa personne est couverte d'une carapace de boue qui prend consistance. Des coureurs de crosse, père, il n'y a eu que cette fois-là. Rudolph, qu'une fois, de la boue jusqu'au nez, la main fendue, tétanos. Ils feront de toi capote, Léopold Lieben. Tenir ton œil sur ces gaillards-là. Bloom faiblement. Ils m'ont défié pour un sprint. Il y avait de la boue. J'ai glissé. Rudolph, avec mépris. Goemnatch, beau tableau pour ta pauvre mère. Bloom. Maman. Ellen Bloom. Duègne de pantomime, cornette
tuyauté à ruban, crinoline tournure, blouse à la veuve Twankey, boutonnière derrière avec manche à gigot, mitaine grise, proche camée, les cheveux tressés dans une résille. Elle apparaît à la rampe de l'escalier, tenant un chandelier qui coule et pousse les hauts cris. « Oh Dieu Jésus, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Mais celle !» Elle relève un pan de jupe et fouille dans la poche de son jupon et crue arrêt. Un flacon, un Agnus Dei, une pomme de terre à tatiner et une poupée de cellulioïde en tombent successivement. « Sainte Marie-Mère de Dieu, à quoi pensiez-vous donc ?» Bloom, qui marmotte entre ses dents, les yeux baissés, entreprend de caser ses paquets dans ses poches combles, mais il renonce et bredouille. Une voix, coupante. « Poldy !» Bloom. « Quoi ?» Il plonge, mais c'est tout juste s'il évite la gifle. « À votre service !» Il lève les yeux. À côté d'un mirage de palmiers dattiers se dresse devant lui une belle femme habillée à la turque. Ses opulentes rondeurs gonflent ses pantalons écarlates et sa veste lamée d'or. Une ample écharpe jaune la ceinture. Un yashmak blanc que la nuit violace couvre son visage, ne laissant voir que ses grands yeux noirs et sa toison d'ébène. Bloom. Molly. Marion. Ouais. À partir de maintenant, ce sera Madame Marion, mon bonhomme, quand vous vous adresserez à moi. Ironiquement. Le pauvre petit coco, il a les pieds gelés à faire le poireau. Bloom saute d'un pied sur l'autre. Non, non, pas le moins du monde. Il est très agité, il souffle, il avale de grands coups d'air. Est-ce qu'elle, il espère que, pied de cochon pour le dîner de madame, tant de choses à lui dire, excuses, désirs que, ravi. Un sequin brise sur le front de Marion. Ses doigts de pied sont bagués de pierres précieuses. Ses chevilles sont reliées par une chaînette. À côté d'elle, un chameau couronné d'un turban à étages. De son howdah pend une échelle de soie aux innombrables échelons. Il amble sur place avec un arrière-train qui s'embête. Elle lui claque rageusement la cuisse et ses bracelets d'or querellent teintent pendant quelques chapitres en arabe. Après quoi, se sentant un peu plus d'attaque grâce aux 2 shillings 6 qu'il venait de gratter, il renseigna Stephen sur un certain Baggs Comiskey qu'il dit que Stephen ne connaissait que lui, le comptable des Fullman, le fournisseur de la marine qui était bien souvent par là, derrière, chez Nagel, avec Omar et un petit bonhomme qui bégayait du nom de Ty. Le sûr, c'est qu'il s'était fait cueillir la nuit dernière, qu'il a récolté 10 balles d'amende pour ivresse et tapage et refus de suivre le flic. Pendant ce temps, M. Bloom allait et venait à proximité des pavés du brasero de coke en face de la guérite du vigile, un bourreau d'ouvrage à ce qu'il parut, qui s'offrait à tout hasard et à son bénéfice particulier un petit roupillon pendant que Dublin dormait. En même temps, il jetait toutes les 2 minutes un coup d'œil perplexe sur cet interlocuteur de Stephen dont la tenue était si loin d'être irréprochable, comme s'il avait déjà aperçu ce vicomte quelque part ou ailleurs, où exactement il se sentait incapable de le préciser, et pas davantage n'avait-il la plus faible notion du moment. Parce qu'il avait une tête bien d'aplomb qui pouvait rendre des points à plus d'un observateur sagace, il remarqua en outre le couvre-chef particulièrement décati et les vêtements plus déjetés les uns que les autres, témoignage d'une impécune chronique. Il y avait gros à parier que c'était un tapeur de sa connaissance, mais après tout, cela revient à dire que chacun exploite son voisin, qui lui-même exploite son voisin, qui lui-même a tapeur, comme on dit, tapeur ennemi. Et c'est pour cette raison cet homme de la rue se trouvait un jour dans le box, travaux forcés avec sursis, et amende ou sans sursis serait un rara avis par excellence. Toujours est-il qu'il fallait un fier culot pour arrêter les gens à cette heure de la nuit ou du matin. Il fallait être rudement culotté. Le couple se sépara et Stephen rejoignit M. Bloom, dont l'œil exercé ne fut pas sans s'apercevoir que Stephen avait succombé à la blandiloquence du parasite en question. Faisant allusion à cette rencontre, il dit plaisamment, c'est-à-dire lui, Stephen dit... Il est dans une mauvaise passe. Il m'a demandé de vous demander à quelqu'un qui s'appelle Boylan, un colleur d'affiches, de lui faire avoir un emploi d'homme sandwich.
Cette nouvelle, qui ne parut pas éveiller chez lui grand intérêt, M. Bloom regarda distraitement le temps d'une demi-seconde environ dans la direction d'une drague amarrée au quai de la douane, qui, c'était peut-être le cas, se trouvait hors d'usage et s'énorgueillissait de l'illustre nom des Blana, sur quoi il fit cette remarque évasive. Chacun sa part de chance à ce qu'on dit. Maintenant que vous m'en parlez, il me semble que je me remets cette figure-là. Mais, ceci dit, de combien vous a-t-il délesté, si je ne suis pas trop indiscret? D'une demi-couronne, répondit Stephen. Je crois qu'il en avait réellement besoin pour aller dormir quelque part. Besoin, lança M. Bloom, sans laisser paraître la moindre surprise à cette révélation. Personnellement, je suis tout prêt à me porter garant de cette assertion et j'ai même jusqu'à soutenir qu'il en a le perpétuel besoin. À chacun selon ses besoins et à chacun selon ses moyens. Mais pour élargir le débat, ou, ajouta-t-il avec un sourire, comptez-vous coucher vous-même? Marchez jusqu'à Sandy Cove. Il n'y faut pas songer, et en admettant que ce soit possible, vous ne pourriez pas entrer après ce qui s'est passé à la gare de Westland Row. Ce serait vous esquinter pour rien. Je n'ai pas la prétention de vous influencer le moins du monde, mais voulez-vous me dire pourquoi vous avez quitté la maison paternelle? Pour chercher infortune, fut la réponse de Stephen. Je me suis trouvé récemment avec monsieur votre père, repartit M. Bloom, diplomate, pas plus tard qu'aujourd'hui, ou peut-être, pour être tout à fait précis, hier. Où demeure-t-il à présent? J'ai appris au cours de la conversation qu'il avait déménagé. Je crois qu'il est quelque part à Dublin, répondit Stephen avec insouciance. Pourquoi? Un homme remarquable, à plus d'un titre, dit M. Bloom, de M. Dédalus père, et le plus charmant conteur qui fut jamais. Il est très fier de vous, et c'est bien légitime. Peut-être pourriez-vous y retourner, hasarda-t-il, avec encore en tête cette scène si pénible du terminus de Westland Row, quand manifestement les deux autres, c'est-à-dire Mulligan et son ami le touriste anglais, qui finalement avaient barre sur leur troisième compagnon, essayaient sans plus de pudeur que si la satanée gare avait été à eux, de semer Stephen dans la cohue. Telle quelle, la suggestion n'eut cependant pas les honneurs d'une réponse. Stephen était trop occupé à revoir avec l'œil de l'âme le foyer paternel tel qu'il l'avait quitté, et sa sœur Délire, assise auprès de l'âtre, avec ses cheveux sur le dos, surveillant la cuisson dans la bouillotte noire de suie, d'un faible jus d'écorce de cacao et de la Trinidad qu'ils allaient boire avec de l'eau de Cruau en guise de lait après les harengs du vendredi qu'ils avaient déjà mangé à 2 sous, plus un œuf par tête pour Maggie, Boody et Cathy, tandis que le chat, sous la calandre, dévorait un mélange de coquilles d'œufs, de têtes et d'arêtes de poisson grillées sur un morceau de papier d'emballage, afin de satisfaire au 3e commandement de l'Église, jeûne et abstinence au jour prescrit, car c'était 4 temps, à moins que ce ne fût le mercredi des cendres ou quelque chose d'approchant. Non, non, insistait M. Bloom. Quant à moi, si j'étais de vous, je n'accorderais qu'une confiance limitée en tant que guide, philosophe et ami à votre gai compagnon, le Dr. Mulligan, ce spécialiste de l'humour. Il sait s'y prendre pour tenir la queue de la poêle, bien que, jusqu'à présent, il n'ait eu probablement qu'à se mettre à table. Vous n'étiez pas aussi bien placé que moi pour observer, mais je ne serais que médiocrement surpris si on me disait qu'une pincée de tabac ou de quelque narcotique a été mêlée à votre boisson dans un but déterminé. À côté de cela, il inférait de tout ce qu'il entendait dire que le Dr. Mulligan, esprit plein de ressources et de talent, bien loin de se borner à l'exercice de la médecine, mais tout près d'arriver au premier rang dans sa partie, promettait, si l'on en croyait les on-dit, de jouir dans un très proche avenir d'une florissante clientèle en tant que praticien recherché qui exige de coquets honoraires et qui ajoute au prestige de sa situation le rappel à la vie de se noyer par la respiration artificielle et ce qu'on appelle les premiers soins étaient à Scaries ou à Malahide. Ça, c'était, il était forcé de le reconnaître, un acte bigrement crâne qu'il ne pourrait jamais assez louer, de sorte qu'en toute franchise, il se sentait absolument démonté pour trouver quelle raison plausible il pouvait y avoir là-dessous, sauf que, pour lui, c'était tout bonnement de la perversité et de la jalousie pure et simple. Sauf que tout ça revient à une seule et même chose, et c'est qu'il vous vole vos idées, se permet-il d'insinuer.
Le regard prudent, mi-sollicitude et mi-curiosité et nuancé d'affection qu'il dirigea sur le visage présentement morose de Stephen ne jeta aucun trait de lumière, pas la moindre en vérité, sur la question de savoir si, à en juger par 2 ou 3 réflexions de découragement qui lui avaient échappé, il s'était laissé tristement rouler ou si tout au contraire, il y avait vu clair et pour une raison ou une autre, connue de lui seul, il avait plus ou moins permis aux choses de... L'écrasante pauvreté produit cet effet-là et il était à peu près sûr qu'en dépit de sa haute valeur professorale, il n'avait pas peu de peine à joindre les 2 bouts. Près de la Vespasienne, il aperçut une petite voiture de glacier autour de laquelle un groupe qui semblait composé d'Italiens proférait avec volubilité dans le feu de la dispute les vocables de leur langue pleine d'ardeur et ce, sur un mode d'autant plus vif qu'il y avait entre eux quelques petites contestations. Puttana Madonna ceci 10 quattrini, oh ragione, culo rotto. Intendiamoci mezzo sovrano più, dice 2 pero. Farabutto, morta ci sui. M. Bloom et Stephen pénétrèrent dans l'abri du cocher, petite construction de bois sans prétention, oui, où avant ce jour ils n'avaient jamais mis les pieds, ou rarement, le premier ayant par avance chuchoté au second quelques mots touchant le tenancier du lieu qu'on disait être ce pot de bouc qui eut son heure de célébrité, Fitzharris, l'invincible, encore qu'il n'eût pas juré de la réalité des faits, car il se pouvait fort bien qu'il n'y eût pas trace de vérité là-dedans. Quelques instants plus tard, nos 2 noctambules se virent assis dans un coin discret sous les regards braqués d'une congrégation extrêmement panachée de vagabonds et de rôdeurs de barrières et autres spécimens hybrides du genre homo, d'ores et déjà occupés à manger et boire avec un mot par-ci par-là et pour lesquels apparemment ils constituaient un objet de vive curiosité. Il s'agit maintenant de prendre une tasse de café, suggéra raisonnablement M. Bloom, pour rompre la glace, et mon opinion est que vous devriez la corser de quelque chose de solide, un petit pain quelconque, par exemple. En conséquence, son acte fut de commander ses articles tranquillement avec le sang-froid qui lui était propre. Seul dans ce vulgum pecus d'automédon ou de docker ou autres qui, après un examen superficiel, détournèrent leurs yeux d'un air peu satisfait, un individu à la barbe rousse, un poivreau, sel et paprika, un marin à en juger par la mine, les fixa encore assez longuement avant de reporter son regard extatique sur le plancher. M. Bloom, se prévalant de la liberté de parole et parce qu'il possédait quelques teintures de la langue des disputeurs du dehors, bien qu'à vrai dire il restât en panne au sujet de Volio, fit à son protégé sans baisser la voix une remarque à propos de la bagarre qui battait encore son plein dans la rue. Quelle admirable langue! J'entends au point de vue du chant. Pourquoi n'écririez-vous pas vos vers dans cette langue? Bella poetria, c'est si mélodieux et si plein. Bella donna voglio. Stephen, qui faisait des efforts démesurés pour arriver, si c'était possible, à bâiller et qui souffrait dans tous ses membres d'une fatigue démesurée, répondit. Pour charmer l'oreille de Madame l'éléphante, il se chamaillait pour de l'argent. « Vraiment ?» demanda M. Bloom. « En effet, ajouta-t-il pensivement, tout en songeant à part soi, que d'abord il n'y avait plus de langue qu'il n'était vraiment utile. Ça tient peut-être uniquement à cette magie méridionale qui lui fait une auréole. » Le tenancier de l'abri déposa au milieu de ce tête-à-tête un bol bouillant et débordant d'une décoction de choix intitulée café et un bonne qui paraissait remonter ou peu s'en fout à l'âge de pierre, après quoi il battit en retraite vers son comptoir. M. Bloom était décidé à le regarder bien à son aise, mais un peu plus tard, afin de ne pas avoir l'air et pour cette raison, il encourageait de l'œil Stephen à se mettre en train et lui fit les honneurs de la table en poussant discrètement de plus en plus près de lui la tasse de ce qui devait momentanément être tenu pour du café. « Les sons nous donnent le change, dit Stephen au bout d'un bon moment. Les noms aussi, les Cicéron, les Podmore, les Napoléon, les M. Goodbody, les Jésus, les M. Doyle, les Shakespeare étaient aussi répandus que les Murphy. Qu'y a-t-il dans un nom? Oui, c'est bien vrai, convint M. Bloom avec un grand naturel, sans aucun doute. Notre nom aussi a changé, ajouta-t-il en faisant avancer le pseudo-pain. Le marin Barberousse, qui tenait les nouveaux venus sous son regard, aborda carrément Stephen, qu'il avait distingué d'une façon plus particulière en lui demandant
Et vous, qu'est-ce que c'est que votre nom? À point nommé, M. Bloom était entré en contact avec la chaussure de son compagnon, mais Stephen, visiblement insoucieux de cette chaude pression à laquelle il ne s'attendait pas, a répondu « Dédalus ». Les deux gros yeux pochés du marin ne le lâchaient pas, des yeux lourds et bouffis par les excès de boisson, de préférence de bon vieux schnick à l'eau. « Est-ce que vous connaissez Simon Dédalus? » finit-il par demander. « J'ai entendu parler de lui, dit Stephen. » Un instant, M. Bloom fut tout désemparé de voir que tous les autres avaient l'oreille tendue. « C'est un Irlandais, » déclara le marin, faisant toujours les mêmes yeux et hochant la tête. « Un vrai Irlandais. » « Que trop irlandais, » répliqua Stephen. Quant à M. Bloom, il ne comprenait pas un traître mot à toute cette histoire et il était en train de se demander quel rapport possible lorsque spontanément le marin se tourna vers les autres clients de l'abri pour leur confier. « Je l'ai vu casser 2 œufs sur 2 bouteilles à 50 mètres en tirant par-dessus son épaule. Gaucher. Et en plein dans le mille. » Il était assez gêné par un bégaiement intermittent et ses gestes n'étaient pas très assurés, mais il faisait de son mieux pour se faire comprendre. « Voilà, là, à la bouteille. On mesure 50 mètres, les œufs sur les bouteilles. Il va avec son fusil sur son épaule. Il vise. » Contorsionnant son torse, il ferma complètement l'œil droit, puis contractant en quelque sorte de biais ses traits, avec une expression dégoûtamment louche, foudroya la nuit du regard. « Boum !» beugla-t-il une première fois. Les assistants étaient suspendus dans l'attente d'une détonation supplémentaire, puisqu'il y avait encore un œuf. « Boum !» beugla-t-il par 2 fois. Le deuxième œuf, évidemment pulvérisé, il hocha la tête, cligna de l'œil et ajouta d'un ton féroce. « Buffalo Bill, à tout qu'aux touche. Toujours fait, toujours faramouche. » Un silence s'établit jusqu'à M. Bloom, pour rendre l'ambiance plus agréable, fut amené à lui demander s'il s'agissait d'un concours de tir dans le genre de Bisley. « S'il vous plaît, » dit le marin. « Y a-t-il longtemps ?» continua M. Bloom, sans rendre d'une semelle. « Ben, » répondit le marin, amolli dans une certaine mesure par l'effet de ce phénomène qui veut que le diamant seul puisse entamer le diamant. « Ça pourrait faire une pièce de 10 ans. Il faisait le tour du monde avec le cirque Royal Hangler. Je l'ai vu faire ça à Stockholm. » Curieuse coïncidence, glissa M. Bloom à Stephen. « C'est Murphy que je m'appelle, » continua le marin. « W. Murphy de Carrigallo. Savez-vous où ça se trouve? » « Queenstown Harbor, » répondit Stephen. « C'est ça, » dit le marin. « Le fort Camden et le fort Carlisle. C'est de là que je deviens. La bonne femme, c'est là qu'elle est. Elle est à ma tante, je sais ça. Pour l'Angleterre, le foyer, elle est belle. C'est ma légitime, que j'ai pas vue voilà 7 ans maintenant, à rouler ma bosse. » M. Bloom pouvait sans effort se représenter sa rentrée en scène, le retour du marin à sa case du bord de la route après avoir tout de même fait la pige au père océan, par une nuit pluvieuse et sans lune, à travers le monde, pour une femme. Sur ce thème d'Alice Ben Bolt, il y a toute une série d'histoires. Enoch Arden et Rip Van Winkle, et quelques-uns de vous se souviennent-ils de Chaos O'Leary, le morceau préféré, pas commode à réciter, soit dit en passant, de ce pauvre John Casey, et dans son genre, sans prétention, un échantillon de pure poésie. Jamais ça n'est sur une femme qui revient au domicile conjugal après l'avoir quitté, même si elle est toute dévouée à l'absent. La figure derrière la vitre, jugée de sa stupeur quand à la fin, touchant la ligne d'arrivée, l'affreuse vérité commença à se faire jour en lieu au sujet de sa meilleure moitié, naufrage de ses plus chères affections. Brave marin se mit à boire, tout doux. Vous ne vous attendiez guère à me voir, mais me revoilà pour de bon et recommencer notre vie à 2. Elle est assise là, cette veuve, en vacances, près de ce même foyer. Elle me croit mort, bercé dans le berceau des vagues. Et là est attaché l'oncle Tompkin, le cabaretier de l'encre et la couronne, qui mange son beefsteak aux oignons en manche de chemise. Pas de chaise pour papa. Vous, le vent. Son petit dernier sur ses genoux, un produit posthume. Tra-la-la-di-ra-la-la, tra-la-di-ra-la-la. S'incliner devant le fait accompli, ne pas s'en faire. Brave marin vida son verre, tout doux. Je reste avec mes sentiments les plus affectionnés, votre infortuné mari W.B. Murphy.
Le marin, qui ne paraissait guère habiter Dublin, se tourna vers un des cochers pour lui demander « Ça serait-il que vous auriez quelque chose comme une chique de trop sur vous par hasard ?» Il se trouvait que l'homme interpellé n'en avait pas, mais le tenancier, pris comme un gros dé de tabac de cantine dans son veston, qui pendait à un clou à l'objet demandé, passa de main à main. « Merci, » dit le marin. Il introduisit le pruneau dans sa gourde et tout en cliquant poursuivit avec des bégaiements laborieux. « Nous sommes à quai ce matin à 11 heures. Le 3 mâts Rose Vine, retour de Bridgewater avec des briques. J'ai embarqué pour passer. Payé de cet après-midi, voilà mon congé, voyez. W.B. Murphy, gabier breveté. » Pour confirmer son dire, il avait extrait d'une poche intérieure un document plié, plutôt défraîchi, qu'il tendit à ses voisins. « Vous avez dû voir pas mal de pays, » remarqua le tenancier, appuyé sur son comptoir. « Ben, » répondit le marin, « pour dire vrai de la chose, je peux dire que j'ai bourlingué mon comptant depuis les prix de la mer. Je suis été dans la mer Rouge. Je suis été en Chine, et dans l'Amérique du Nord, et dans l'Amérique du Sud. Les icebergs, j'ai vu ça en flotte, les grogneurs. Je suis été à Stockholm et à la mer Noire, et dans les Dardanelles, avec le capitaine Dalton, qui en a pas deux comme ce sacré bonhomme-là pour s'aborder un bateau. Et la Russie donc, Gospodi Pumiloy. C'est comme ça la prière aux Russes. Pas d'erreur. Vous en avez vu de toutes les sortes, fit un cocher. Ben oui, dit le marin, en faisant voyager sa chique à moitié triturée. Moi aussi qui vous parle, j'en ai vu de toutes les sortes. Des vertes et des pas mûres. Venez, conseilla-t-il pour lever la séance. Voyant que la ruse réussissait et que la voie était libre, ils quittèrent ensemble l'abri ou la baraque et cette assistance d'élite du roi du Ciré et compagnie que rien de moins qu'un tremblement de terre n'eût tiré de leur dolce far niente. Stephen, qui avouait qu'il n'en menait pas large et qu'il n'en pouvait plus, fit halte à un moment, la porte pour. Une chose que je n'ai jamais pu comprendre, dit Stephen, dans l'inspiration du moment et pour faire son original, c'est pourquoi ils mettent les tables sans dessus-dessous le soir, c'est-à-dire les chaises sans dessus-dessous sur les tables dans les cafés. Boutade à laquelle notre Bloom, jamais en peine, répondit sans une seconde d'hésitation, tout d'un trait, pour pouvoir balayer le matin. Tout en parlant, il esquissait à petits pas allègres un mouvement tournant dans le but franchement avoué, tout en s'excusant, de gagner la droite de son compagnon, une habitude qu'il avait, le côté droit étant par parenthèse et en langage classique son tendon d'Achille. C'était vraiment délicieux à respirer cet air frais de la nuit, seulement Stephen n'était pas encore bien solide sur ses quilles. Ça va tout de suite l'air vous faire du bien, dit Bloom, voulant parler aussi de la marche dans une minute. Il n'y a qu'à marcher, vous allez vous sentir tout retapé. Ce n'est pas loin. Appuyez-vous sur moi. En conséquence, il passa son bras gauche dans le bras droit de Stephen et le fit avancer en conséquence. Oui, dit Stephen, sans conviction, parce qu'il pensait qu'il sentait la drôle de chair d'un étranger qui le touchait un peu mollasse, un peu tremblotante, un peu tout ça. Quoi qu'il en soit, ils passèrent devant la guérite au brasero et au pavé, où le veilleur de nuit surnuméraire reposait encore entre les bras de Morphée, selon l'image consacrée, rêvant d'ombrage frais et de vert pâturage. Et à propos du cercueil rempli de pierres, l'analogie n'était pas si mauvaise, car en somme, il avait bien été lapidé par 72 sur 80 des circonscriptions électorales qui tournèrent kazakh au moment de la scission et surtout par cette classe paysanne qui l'avait couverte de fleurs et probablement les mêmes tenants expulsés qu'il avait rétablis dans leurs tenements. Là-dessus, ils se mirent à bavarder sur la musique. Art pour lequel Bloom, simple profane, avait le plus grand amour, tout en traversant bras dessous, Beresford Place. La musique wagnérienne, à coup sûr grandiose en son genre, il fallait le reconnaître, était un tout petit peu écrasante pour Bloom et dure à suivre du premier coup, mais la musique des Huguenots de Mercadante, les 7 dernières paroles du Christ de Meyerbeer et la 12e messe de Mozart, ça le transportait tout simplement, surtout le Gloria, qui était à son idée le nec plus ultra de la musique de premier ordre, la vraie qui enfonçait littéralement tout le reste dans le 4e dessous. Il préférait de beaucoup la musique sacrée de l'Église catholique à tout ce que pouvait offrir dans le même ordre d'idées la maison concurrente, par exemple, ses hymnes de Moody et Stanky ou « Dis-moi de vivre et je vivrai protestant que je suis à toi ». Il ne le cédait non plus à personne dans son admiration pour le Stabat Mater de Rossini,
Une œuvre qui abonde véritablement en passages sublimes et dans laquelle sa femme, Madame Marion Tweedy, avait fait sensation, un vrai triomphe, il n'avait pas peur de le dire, faisant d'un coup une nouvelle moisson de laurier et faisant rentrer toutes ses rivales dans l'ombre à l'église des pères jésuites d'Upper Gardiner Street, l'édifice sacré étant plein comme un œuf de virtuoso, ou plutôt de virtuosi, venez pour l'entendre. L'opinion unanime avait été que personne ne lui venait à la cheville, et c'était tout dire que de constater que dans un édifice du culte voué à la musique religieuse, la grande majorité était allée jusqu'à crier « bis ». En général, malgré son goût plus particulier pour l'opéra comique de la catégorie de Don Juan et de Martha, le joyau de la collection, il avait un penchant, malgré ses connaissances assez superficielles, pour un austère classicisme comme celui de l'école de Mendelssohn. Et à ce sujet, ne mettant pas en doute qu'il ne connut tous ces vieux airs célèbres, il cita l'air de Lionel dans Martha. Celui-là par excellence, Ma pari, que par un hasard assez curieux, il avait entendu, à vrai dire par raccro, hier, aubaine dont il se félicitait de la bouche même du père respecté de Stephen, chanter à la perfection une exécution de ce morceau qui dépassait vraiment toutes les autres de son coudé. Stephen, en réponse à une question faite avec politesse, déclara qu'il ne les connaissait pas et se lança dans le panégyrique des chansons de Shakespeare, du moins de celles de cette époque ou à peu près, du lutaniste Dolan, qui logeait dans Feather Lane près de Gérard le botaniste, qui anno ludendo ausi dulandus, instrument qu'il méditait d'acheter à M. Arnold Dolmetsch, dont Bloom ne se souvenait pas très exactement encore que le nom ne lui fût pas tout à fait inconnu, pour le prix de 65 guinées, et Farnaby et fils avec leurs Dux et Comes Concetti et de Bird William qui jouaient de l'épinette, dit-il, à la chapelle de la Reine ou partout où il y en avait une sous la main, et d'un certain Tompkins qui faisait des divertissements et des airs, et John Bull. Sur la chaussée pavée qu'ils allaient atteindre tout en parlant au-delà des chaînes, une balayeuse mécanique, traînée par un cheval, soulevait un long ruban de boue de sorte qu'à cause du bruit, Bloom ne fut pas complètement sûr d'avoir bien entendu l'allusion aux 65 guinées et à John Bull. Il s'informa si ce John Bull était la célébrité politique mondiale bien connue, car cela le frappait, ces deux noms identiques, comme une coïncidence frappante. Le long des chaînes, le cheval inclina lentement pour prendre son tournant, ce que voyant, Bloom, qui surveillait toujours soigneusement ses alentours, tira gentiment l'autre par la manche avec cette remarque facétieuse. « Ce soir, la mort nous guette. Attention au rouleau à vapeur. » Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ma femme, déclara-t-il, se jetant in medias res, aurait le plus grand des plaisirs à faire votre connaissance, car elle a une passion pour tout ce qui est musique. Amicalement, il regardait de coin le profil de Stephen, portrait de sa mère, qui n'avait guère de ressemblance avec ce type de mauvais sujets, après lesquels il est certain qu'elles ne se font pas faute de courir, puisque peut-être il n'était pas bâti pour ça. Pourtant, à supposer qu'il fût doué vocalement comme son père, ainsi qu'il en était à peu près convaincu, ça lui ouvrait de nouveaux horizons dans le genre du concert de Lady Fingal au bénéfice de l'industrie paysanne le lundi précédent et l'aristocratie en général. Il vantait maintenant les exquises variations faites sur l'air « La jeunesse si finie » par Jan Peter Sweelinck, un Hollandais d'Amsterdam, d'où viennent les Wilhelmines. Et il aimait encore davantage une vieille chanson allemande de Johannes Jeep sur la mer liquide et les voix des sirènes, tueuse douce d'hommes qui éberlua quelque peu Bloom. Von den Sirenen listig geht, tun die Poeten dichten. Ces premières mesures, il les chanta et les traduisa extempore. Bloom, qui hochait la tête, dit qu'il comprenait parfaitement et le supplia avant tout de continuer, ce qu'il fit. Une voix de ténor d'une perfection aussi insolite, le plus rare de tous les trésors, et que Bloom avait apprécié dès la première note qu'il avait fait entendre, pouvait facilement, si elle était convenablement cultivée par quelque autorité reconnue en matière de chant, tel Barraclough, et par-dessus le marché être capable de lire la musique et d'imposer ses prix, alors que les barytons, ils étaient 13 à la douzaine, et procurer à son heureux possesseur, dans un avenir peu éloigné, ses entrées dans les salons à la mode des quartiers aristocratiques, habités par les magnats de la finance qui jonglent avec les millions
religion et par la noblesse, et là, avec son diplôme de bachelier lettres, un fier à tout ça aussi, et ses bonnes manières pour corser encore l'impression favorable, sûrement qu'il aurait un succès peu commun, et l'intelligence dont la nature l'avait gratifié ne serait pas non plus inutile dans l'occurrence et autres opportunités s'il soignait convenablement sa mise, de façon à se mieux introduire dans la bonne grâce des gens, car lui, si jeune et si novice, en ce qui concerne les raffinements vestimentaires de la bonne société, pouvait difficilement comprendre combien une petite chose comme ça pouvait vous nuire. Le cheval, à ce moment même, et plus tard, quand l'occasion propice se présenterait, Bloom se proposait, sans pour cela s'immiscer dans ses affaires privées comme la mouche du coche, de lui conseiller la rupture avec un certain praticien en herbe qui, d'après ses observations, avait tendance à le dénigrer et même, jusqu'à un certain point, sous prétexte de blaguer quand il n'était pas là, à le dépriser ou comme vous voudrez, ce qui, dans l'humble opinion de Bloom, jetait un trait de lumière sur ce trait de caractère du monsieur, excusez le jeu de mots. Le cheval étant parvenu, pour ainsi dire, au bout de son rouleau, s'arrêta et, levant haute une queue semblable à un panache orgueilleux, y alla de sa cote-part en laissant tomber sur le sol que la balayeuse déblairait et polirait bientôt 3 boules fumantes de crottin. 3 fois, lentement, coup après coup, à pleine croupe, il cascada. Par l'humanité, son conducteur attendit qu'il ou qu'elle eût fini, patient sur son char armé de faux. Bloom, profitant de ce contretemps, passa côte à côte avec Stephen dans l'intervalle des chaînes, à droite et à gauche du poteau, et franchissant un lac de boue, ils traversèrent dans la direction de Gardiner Street Lower, pendant que Stephen chantait avec plus d'assurance, mais sans éclat de voix, la fin de la ballade « Und alle Schiffe brücken ». Le conducteur ne prononça pas une seule parole, bonne ou mauvaise ou quelconque. Il se borna de son petit char à banc à suivre des yeux les 2 silhouettes toutes 2 noires, une corpulente, une svelte, qui marchaient vers le pont du chemin de fer pour aller publier leur banc badaban. Ils marchaient, puis s'arrêtaient à certains moments et se remettaient à marcher, continuant leur colloque, auquel, bien entendu, ils n'avaient pas le moindre part, sur les sirènes, ennemies de l'homme et de sa raison, y mêlant une quantité d'autres sujets du même ordre, les usurpateurs et tous les exemples qu'en rapporte l'histoire, tandis que l'homme de la balayeuse, qu'on aurait pu tout aussi bien appeler la sommeilleuse, qui en aucun cas n'eût pu les entendre pour la simple raison qu'ils étaient déjà beaucoup trop loin, restait simplement assis sur son siège, près du bout de Gardiner Street Lower, suivant des yeux leur petit char à banc badaban. Et puis, je sortirai, et il aura les yeux au plafond à se demander où va-t-elle maintenant. Faire qu'il me désire, c'est le meilleur moyen. Le quart, quelle heure par ce monde, je me figure qu'ils sont entrés d'un se lever en Chine et peignent leur queue pour la journée. Bon, bientôt ce seront les sœurs qui vont sonner l'Angélus. Elles n'ont personne qui entre déranger leur sommeil, excepté un prêtre ou 2 pour leur office de nuit. Le réveil des gens d'à côté, au premier cocorico qui carillonne à se fracasser le caisson. Voyons si je vais pouvoir me rendormir. 1, 2, 3, 4, 5... Quelle espèce de fleur, celle-ci, qu'ils ont inventée comme les étoiles. Le papier de tonture de Lombard Street était bien plus joli. Le tablier qu'il m'a donné ressemblait un peu à ça, seulement, je l'ai seulement porté 2 fois, et il vaudrait mieux baisser cette lampe et essayer encore pour pouvoir me lever de bonne heure. J'irai chez Lamb là-bas, à côté des Finlathers, et je leur dirai de nous envoyer quelques fleurs pour mettre un peu partout ici. Si par hasard, ils l'amènent demain, je veux dire aujourd'hui, non, le vendredi est un mauvais jour. Il faut d'abord que j'arrange un peu la maison. La poussière a l'air de pousser ici pendant que je dors, et puis nous pourrons faire de la musique et fumer des cigarettes. Je peux l'accompagner d'abord. Il faut que je nettoie les touches du piano avec du lait. Qu'est-ce que je mettrai? Porterai-je une rose blanche ou ces madeleines de chez Lipton? J'aime ce que ça sent dans une grande belle boutique à 15 sous la livre, ou les autres avec les cerises et le sucre rose à 22 sous le kilo.
Bien entendu, une jolie plante pour le milieu de la table. J'aurais ça à meilleur marché chez, voyons, où est-ce que je les ai vus, il n'y a pas longtemps. J'aime les fleurs. J'aimerais que toute la maison nage dans les roses. Dieu du ciel, il n'est rien tel que la nature, les montagnes sauvages, et puis la mer, et les vagues qui galopent, et puis la belle campagne avec des champs d'avoine et de blé, et toutes sortes de choses, et tous les beaux bestiaux qui se promènent. Ça vous réjouirait le cœur de voir des fleuves et des lacs, et des fleurs de toutes les espèces de formes, de parfums et de couleurs qui poussent partout, même dans le fossé des primevères et des violettes, c'est la nature. Quant à ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, je n'en donnerai pas gros de toute leur science. Pourquoi ne commence-t-il pas par créer quelque chose? Je le lui ai souvent demandé. Les athées, ou comment ils se nomment, qu'ils aillent d'abord se faire enlever leur couche de crasse, et après ça, ils demandent le prêtre à corps et à cri quand ils sont à la mort. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'enfer à cause de leur mauvaise conscience. Ah oui, je les connais. Eh bien, qui a été la première personne dans l'univers, avant qu'il y ait personne d'autre? Celui qui a tout créé. Qui? Ah ça, ils n'en savent rien, ni moi non plus, et voilà. Il pourrait aussi bien essayer d'empêcher que le soleil se lève demain matin. C'est pour vous que le soleil brille, comme il me disait le jour où nous étions couchés dans les rhododendrons à la pointe de Howth, avec son complet de tweed gris et son chapeau de paille. Le jour que je l'ai amené à me parler mariage, oui, d'abord, je lui ai passé le morceau de gâteau au cumin que j'avais dans la bouche, et c'était une année bissextile comme celle-ci. Oui, il y a 16 ans. 16 ans de ça, mon Dieu. Après ce long baiser, j'en avais presque perdu le souffle. Oui, il a dit que j'étais une fleur de la montagne. Oui, c'est bien ça que nous sommes, des fleurs. Tout le corps d'une femme, oui. Pour une seule fois, il a dit quelque chose de vrai. Et c'est pour vous que le soleil brille aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'il m'a plu, parce que je voyais qu'il comprenait ou qu'il sentait ce que c'est qu'une femme, et je savais que je pourrais toujours en faire ce que je voudrais. Et je lui ai donné tout le plaisir que j'ai pour l'amener à me demander de dire oui. Et d'abord, je ne voulais pas répondre, et je ne faisais que regarder la mer et le ciel. Je pensais à tant de choses qu'il ne savait pas. À Mulvey, à Monsieur Stanhope et Hester, et à Père, et au vieux capitaine Groves, et aux marins qui jouaient à pigeon-vol et à saute-mouton, et à pète-en-gueule, comme il l'appelait sur la jetée. Et la sentinelle devant la maison du gouverneur avec la machine autour de son casque blanc, pauvre bougre à moitié grillé, et les petites espagnoles qui riaient avec leurs châles et leurs grands peignes et la criaient le matin. Les Grecs et les Juifs et les Arabes et Dieu sait qui encore, des gens de tous les bouts de l'Europe et Duke Street et le marché à la volaille, tout gloussant devant chez Larby Sharon, et les pauvres bourricots qui trébuchaient à moitié endormis, et les petites vagues dans leurs manteaux qui formaient sur les marches à l'ombre, et les grandes roues des chariots pour les taureaux, et le vieux château vieux de centaines de siècles, oui, et ces beaux Arabes tout en blanc, avec des turbans qui sont comme des rois, qui vous demandent de vous asseoir dans leur petite boutique de rien, et Ronda, et les vieilles fenêtres des Posadas, de 2 yeux de feu derrière le treillage pour que son amoureux embrasse les barreaux, et les cafés entr'ouverts la nuit, et les castagnettes, et la nuit que nous avons manqué le bateau à Algésiras, le veilleur qui faisait sa ronde serein avec sa lanterne, et oh, cet effrayant torrent tout au fond. Oh, et la mer écarlate, quelquefois comme du feu, et les glorieux couchers de soleil, et les figuiers dans les jardins de l'Alameda, et toutes les ruelles bizarres, et les maisons roses et bleues et jaunes, et les roseraies, et les jasmins, et les géraniums, et les cactus de Gibraltar, quand j'étais jeune fille, et une fleur de la montagne, oui, quand j'ai mis la rose dans mes cheveux, comme les filles andalouses, ou en mettrais-je une rouge, oui, et comme il m'a embrassé sous le mur mauresque, je me suis dit, après tout, aussi bien lui qu'un autre, et alors je lui ai demandé avec les yeux de demander encore, oui, et alors il m'a demandé si je voulais, oui, dire oui, ma fleur de la montagne, et d'abord je lui ai mis mes bras autour de lui, oui, et je l'ai attiré sur moi pour qu'il sente mes seins, tout parfumés, oui, et son cœur battait comme fou, et oui, j'ai dit oui, je veux bien, oui.
là, t'es en train de me dire que tu viens de finir encore un Joyce? Ben, je viens de finir la lecture de la biographie de James Joyce, puis dans la deuxième partie, il y a beaucoup question de son dernier roman qui lui a pris 15 ans, puis quand on parle de roman, il faut mettre entre guillemets, Finnegan's Wake. Finnegan's Wake, je connaissais un petit peu vaguement, bon, ça valait quelque chose d'extrêmement hermétique, puis finalement, je suis tombé sur quelques extraits que je voudrais vous présenter ce soir. Ah, tu dis 15 ans de sa vie. Genre, à peu près les 15 dernières années, mettons de 1925 à 1940. Deux courts extraits. Finnegan's Wake. Tu me disais que ça ressemblait plus à une symphonie. Oui, ben oui. Faire de la pure musique avec des mots, du son et du rythme. Donc, faut pas chercher un sens comme dans un roman policier, par exemple. Pas du tout, là. Premier extrait. Plus hermétique, celui-là. Alors, ça va comme suit. De quoi distraire, s'il se peut, du spectacle horrible de ce zani semi-dément dans l'immondice compissé de son antre glauque, feignant de lire son inutilis, illisible livre bleu d'Eccles, édition de ténèbres, encore que soupire le plus différent le docteur Point de Jonque, expurgateur et censeur autorisé, ne le répétez pas, et tournant 3 pages au coup de vent. Et le deuxième extrait, un petit peu plus long à peine, beaucoup plus poétique, beaucoup plus à mon goût à moi. Alors il présente un peu, tentative d'explication un peu. La ville de Dublin est située sur le bord de la mer d'Irlande et la rivière Liffey passe à Dublin et se jette dans la mer. Alors il représente un peu l'homme et la femme de façon symbolique par la nature. Ici on a la femme qui parle. Douce matinée, ville, je suis un feuillage qui parle. Pli à pli, toutes les nuits sont tombées sur ma trop longue chevelure. Pas un son. Les bois, toujours, sont si indulgents. C'est pour mes noces d'or. Lève-toi, homme des collines. Tu as tant dormi. Je suis feuillage, ton or, comme tu m'appelais. Voici ta chemise, celle de jour. Reviens. L'écharpe, ton col, et tes 2 brodequins. Je veux que tu te fasses beau pour moi. J'aime tellement ma nouvelle robe. Tu m'appelleras toujours feuillage, n'est-ce pas? Étrange vieux grand fine, si je savais qui tu es. Je te dirai toutes sortes d'histoires, mon étrange. Sur tous les lieux où nous passons, tout se répète et tout m'est toujours pareil. Tiens, tes merles, pour te porter chance. Quelle joie pour toi que je t'ai éveillé. Ah, comme tu seras bien. Pour toujours ensuite. D'abord, nous tournons un peu par ici, puis c'est facile. Mais j'espère que le ciel nous voit. Un peu derrière le buisson, et alors, on suit le... Ah ben. Ça se termine sur le mot « le », au milieu d'une phrase. Ah ben. Un peu comme une sonate de Bach, qui est très longue. Ça dure 12 minutes, je pense. Ça s'en va, là, à un moment donné, ça tombe dans une grande fugue, là, ça s'en va, le piano, et tout à coup, Ah, on essaiera de la trouver. Ça finit dans le vide, bye, comme ça.